Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast sur les ondes d'Être-Chemin et Télé, édition je l'ai pas sorti d'avance, l'édition du 6 avril, oui, donc re-bienvenue Stéphane, comment ça va de ton côté? Ça va bien, j'espère que tout le monde a bien mangé pour Pâques, parce que Pâques c'était hier selon le podcast, donc j'espère que tout le monde a passé quand même un beau week-end pascal. Quand même beaucoup de congés. Là. Je sais pas si vous avez dans votre coin, vous autres, dans Beauce, là, mais nous autres, congé jeudi, congé vendredi, samedi, dimanche, congé lundi. Et il y avait une autre journée pédagogique le mardi, mais on l'a annulé à cause d'une tempête. Là. Donc, écoute... Congé jeudi? Ouais, je t'avais retourné et vendredi? Ouais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et on avait mardi, en plus, 6 jours collés pour mon grand au secondaire. Donc, je me suis dit, crème, je vais aller appliquer pour l'école. Ça a l'air d'être le fun d'être toujours en congé. Écoute, je te confirme que moi, j'avais pas autant de congés que ça. Le seul nanan qu'on avait, c'est qu'à chaque fois qu'on revenait des fêtes, on commençait jamais le lundi, c'était tout le mardi. Donc, on gagnait une journée de plus. Sinon, je te confirme qu'on n'avait pas autant de congés. Écoute, je pourrais faire mon vieux monsieur qui chante sur tout et dire, ils peuvent bien pas savoir écrire, les jeunes aujourd'hui. Ils sont tout le temps en congé. Ouais, c'est ça, exact. Mais bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, un gros podcast intéressant parce que ce qu'on a fait, moi et Stéphane, bon, en fait, ce qu'on va s'apprêter à faire, c'est qu'on va prendre un repêchage de la LNH et on va prendre la première ronde et on va prendre choix par choix les 30 premiers choix et on va évaluer, voir si c'était des bons choix ou pas. Et j'ai choisi le repêchage de 2015 parce que plusieurs pensent que c'est un des meilleurs repêchages depuis un bon moment. Là. Dans les 10-12 dernières années, écoute, c'était le repêchage de Connor McDavid, évidemment, mais il n'y avait pas que Connor McDavid. Là, il y avait quand même beaucoup de stock là, à ce repêchage-là. Et surtout, il y a des choix qui étaient plus lointains un petit peu dans la première ronde qui sont avérés être des choix assez judicieux. Et on va faire le tour de tout ça. Et la manière qu'on va fonctionner, c'est qu'on va partir du bas vers le haut. Donc, on va partir avec le 30e choix et on va défiler jusqu'au premier choix. Et on va attribuer un peu, justement, on parlait de thématique école. Ouais. On va attribuer une note un peu comme à l'école. Donc, A+, A-, A. On va attribuer des lettres comme ça pour un peu définir là, nos choix. En fait, notre évaluation vis-à-vis ces choix-là. Et après ça, lorsqu'on aura fait cet exercice-là, on va conclure avec les petites nouvelles locales dans les Être-Chemin. Steph, es-tu prêt? Toujours! T'as un scout. Allons-y avec le 30e choix qui était détenu par les Coyotes de l'Arizona. Et non, ce n'est pas eux par défaut qui étaient là, c'est en raison d'une transaction, parce qu'ils n'ont jamais été proches de gagner la coupe dans ces années-là du côté des Coyotes. Et on a jeté notre dévolu sur un certain Nick Merkley qui évoluait plutôt pour les Rockets de Kelowna. Avait une grosse saison à son année de repêchage de 90 points, le 20 buts, 70 passes. Donc, quand même un profil intéressant. Un profil plus petit, par contre, 5 et 10, 194 livres. Mais grosso modo, ça ne s'est pas avéré être un judicieux choix. Il a disputé seulement 41 matchs dans la LNH, a eu 4 buts, 11 passes, 15 points. A joué pour les Coyotes, a joué pour les Devils, a joué pour les Sharks aussi. Et présentement, il évolue dans la KHL. Donc, ta note vis-à-vis ce choix-là du côté de Nick Merkley? Ouais, évidemment, n'a pas eu un gros impact. Là. Comme je disais, 15 points en 41 matchs. La dernière saison qu'il a joué avec National, c'est en 21-22. Donc, on n'a vraiment pas été capable du côté de Merkley de faire la Ligue nationale. On n'a même pas passé proche. Là. Oui, on a 27 matchs avec les Devils en 2020-2021. Mais je pense que c'était pas vraiment ce qu'on cherchait. Et tout ça est arrivé dans un moment où la grandeur était aussi un facteur. Là, tu sais, maintenant, avec les Cole Caulfield, puis les Lane Hudson de ce monde, puis les petits joueurs, ça a changé un petit peu. Mais je pense qu'en 2017-2018, c'était vraiment encore important, là, la grandeur, la grosseur, surtout quand tu avais un petit peu moins de talent. Malheureusement, je pense que ça va être pour moi, c'est un E, là, où on peut aller maintenant des moins pour le maximum si on veut, là, mais c'est des moins ou un E. On n'a vraiment pas été capable du côté de Merkley de vraiment aller chercher ce qu'on cherchait. Tu sais, dans son année de draft, là, on pensait que c'était un joueur quand même de finition, capable de marquer des buts avec une bonne vitesse, bonne entrée, bonne vision de jeu. Malheureusement, on n'a pas vu ça du tout. Puis tu sais, il faut dire, dans la WHL, dans la Ligue de l'Ouest, 1 point par match, c'était quand même intéressant. Là. C'était quand même un bon pourcentage. Mais il n'a pas été capable de coller vraiment une grosse saison non plus à la fin de sa dernière saison. Là. 63 points à 63 matchs, c'est pas mauvais. Mais c'est un gars qui marque 73 de punition. C'est un gars qui était gros quand même sur ses patins, malgré qu'il était petit. Puis, malheureusement, ça n'a juste pas fonctionné du côté national.
Juste un petit avertissement. Je risque de disparaître et réapparaître quelques fois. Là, j'ai des problèmes avec mon Internet, là, je m'en excuse. Avec cet ordi-là, donc ça se peut que ça coupe un petit peu, mais je reviens toujours là, quand même quelques secondes après, donc ne vous en faites pas, là, c'est pas que je cancel le podcast, là, c'est que j'ai des petits problèmes de mon côté. Sinon, ben moi, je suis un peu de ton côté pour la note. Là. Moi, personnellement, je ne donnerais pas de F à un gars qui a goûté à la LNH. Si tu as goûté à la LNH, ça sera pas une grosse note, mais ça sera pas un F. Pour moi, un F, c'est un gars qui n'a rien fait, qui n'a même pas passé proche de la LNH. Donc, pour un gars comme Merkley, je vais donner un E parce que malheureusement, il n'a même pas joué 50 matchs. La plupart de ses matchs, il les a même pas joués en plus avec l'équipe qui l'a repêché. Là. Comme tu as dit, c'est plutôt avec les Devils que joue la majorité de ses rencontres. Donc, pour moi, c'est un E à ce niveau-là. On monte maintenant au rang numéro 29. Sélection qui était détenue par les Blue Jackets de Columbus et eux aussi c'est par via de transaction puisque eux non plus ne sont pas rendus en finale de la coupe une fois dans leur vie. Et on a jeté notre dévolu sur un défenseur quand même de format géant, le 6 pieds 5, 195 livres, Gabriel Carlsson. Lui qui était en Suède lorsqu'il était repêché, a joué un total de 81 matchs dans la LNH, a récolté 18 points, a quand même joué la majorité de ses matchs avec les Blue Jackets, donc au moins les Jackets ont quand même vu un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, mais visiblement ce n'était pas assez pour le garder à long terme. A joué également 6 matchs en 2022-2023 avec les Capitals et par la suite a joué pour la Suède, la Suisse, il est de retour en Suède cette année. Je vais en premier, Steph, pour cette note-là. Encore là, je vais peut-être donner, j'aurais envie de dire un D- du côté de Carlsson parce que ça a été un petit peu plus que Merkley, évidemment, là, quasiment le double des matchs. Et surtout qu'il a joué quand même la majorité de ses matchs, une saison de 38 matchs, une autre de 2 de 14 en fait avec les Jackets. Fait qu'on a pu voir un peu ce qu'il pouvait donner. Malheureusement, les stats n'ont pas nécessairement suivi. Fait que je vais aller avec un D- parce qu'au moins on l'a vu un peu dans l'organisation des Jackets. Mais ça n'a pas été. Oh. On parlait de la connexion Internet. Je vais juste prendre la balle au rebond. Moi, je vais avec un D. Ouais, c'est pas venu vite. Là. Habituellement, c'était genre 20 secondes. Là, puis là, je fasse du temps. Avec du temps. Mais là, non, mais là, je fais juste déconnecter, reconnecter mon Wi-Fi. Je quitte plus, puis je reviens dans le studio. Donc, c'était ça qui était long. Je fais juste. C'est ma carte réseau que je sais pas qu'est-ce qu'elle a que cet ordi-là, mais je reviens quand même assez rapidement. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'au moins, comme j'ai dit, on l'a vu avec les Jackets. Donc, pour ça, je donne un petit peu mieux que qu'est-ce que Merkley a fait. Aidez-nous, s'il vous plaît, Vas-y. à acheter une carte à Max. Moi, attends, petite parenthèse anecdote, là. J'ai tenté de régler le problème en achetant une petite clé USB que tu plugues dans ton port USB et que Internet passe par là au lieu de passer par la carte mémoire. Fait que j'achète ça, tout content. Je déballe ça, je reçois ça d'Amazon, tout content. Il faut installer un driver pour ça. Et mon ordi est trop vieux pour le driver. J'ai pas été capable de l'installer. D'ailleurs, il faut que je la retourne. Là. D'ailleurs, il faut que je fasse rembourser. Fait que je suis à court de solutions. Rendu là, il faut que je m'achète un nouvel ordi ou que je prenne celui de ma conjointe. Je pense que je vais faire ça pour les prochains. On va passer un GoFundMe, Max. On s'en vient. Ouais. Parce que le problème, c'est que moi, je suis équipé Mac ici et Mac, ça coûte très cher. C'est pas un petit PC que je peux m'acheter à 300-400$. Il y en a pas. C'est ça que ça fait la luxure, mon cher. C'est ça que ça fait la luxure. Voilà. Donc, vas-y avec ta note de ton côté. Moi, j'y vais avec un D parce que quand on a repêché Gabriel Carlsson du côté de Blue Jacket, on savait ce qu'on voulait avoir. C'est un défenseur qui était bon, c'est un two-way defenseman, un gars physique. Vraiment un stay-at-home defenseman. On a besoin de stabilité au niveau défensif avec un gros format. Et on n'a pas été capable de le développer du côté des Blue Jackets. Moi, je l'avais vu un petit peu en Suède, puis c'était vraiment un gros prospect qui s'en venait. Et à 6-5, c'est vraiment le cas. C'était pas un joueur qui était supposé mettre des points au tableau. C'était vraiment un défenseur défensif prêt à aider en désavantage numérique. Puis on n'a pas été capable de vraiment apporter ça du côté des Blue Jackets. Donc, moi, je pense que par défaut, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il a quand même joué 38 matchs, 9 points, 10 minutes de punition. Mais c'est pas un gars qui a été assez robuste. Il l'a été une année. C'est en 2022-2023 avec Hershey, alors qu'il a quand même bien joué, là, fini avec plus 22, 44 minutes de punition, mais encore une fois, il est tout de suite allé dans la SHL après. Je pense qu'on a juste pas manqué notre coup, mais on a peut-être manqué de vision du côté des Blue Jackets, mais on savait ce qu'on avait du côté de Carlsson. Moi, c'est pour ça que je vais donner un D pour ça.
Et là, on se transporte au choix numéro 28, détenu par les Islanders de New York, qui ont une belle petite trouvaille quand même, Anthony Beauvillier. Ouais. Lui qui a joué avec les Cataractes de Shawinigan, a eu 94 points sur l'année de repêchage, une autre de 79 ensuite en 47 matchs. A quand même joué plusieurs saisons avec les Islanders, puis après ça, il s'est mis à faire le Globe-Trotter un peu à travers la ligue, a joué pour les Canucks, a joué pour les Hawks, a joué pour les Predators, a joué pour les Penguins. Et là, depuis 2 saisons, joue avec les Capitals de Washington. Vas-y avec ta note, mon cher Stéphane. Tu avais connu quand même des excellentes années avec les Cataractes de Shawinigan. Là. Ces années-là, je regardais les Cataractes là, un petit peu plus. Je vais y aller avec un D+, côté de Beauvillier. Je pense qu'on n'a pas réussi vraiment à voir... Sévère. Ben, je suis pas sévère parce que... 700 matchs quand même dans la LNH, là, on est loin du 80 matchs, mais je pense qu'il aurait dû être plus offensif que ça. Est-ce qu'il a été mal développé par les Islanders? Probablement. Il est à 3 points du 300 points. Je pense que c'est un très bon joueur de 3e, 4e trio dans la Ligue nationale. Donc, je suis peut-être sévère, mais moi, je voyais vraiment plus pour Anthony Beauvillier. Je pense que c'est un joueur très cérébral. C'est un gars qui voyait bien la rondelle, bien le jeu. C'est un gars qui était supposé d'avoir un apport offensif plus fort que ça. Il avait un très bon hockey sense, très dynamique. C'est un gars qui avait une bonne stature, bonne vitesse, coupait bien les angles de passe, était capable de faire les jeux offensivement avec les Cataractes de Shawinigan. Et je pense que ça a été quand même, tu sais, a connu quand même 2 bonnes premières saisons pour une recrue. Là, 24 points en 66 matchs, 36 points en 71 avec les Islanders. Et après ça, je pense qu'on n'a jamais réussi à avoir le potentiel total. Sa meilleure saison, c'est 39 points en 68 matchs en 2019-2020. Et après ça, ça a été l'hécatombe. On n'a jamais été capable d'aller chercher la production offensive qu'on devait. Puis, tu sais, c'est pas un joueur de petite taille. Oui, 5 pieds 11, 180, vous allez me dire, mais tu sais, Sidney Crosby n'est pas même plus gros que lui. Pas le même talent, évidemment, mais je pense qu'on aurait été capable de faire plus du côté d'Anthony Beauvillier. Puis ce qui me déçoit, c'est ça, c'est qu'on a fait le Globe-Trotter, on n'a pas eu la chance d'avoir cette fameuse stabilité-là du côté d'Anthony Beauvillier pour vraiment apporter plus à sa carrière. Il a seulement 28 ans, là, il n'est pas super vieux, il a encore du temps devant lui pour peut-être le faire. Puis je pense qu'il va encore jouer avec National pour un autre, probablement 300-400 matchs. Donc, il va probablement se rendre à 1000, ce qui est excellent. Mais j'aimerais ça peut-être voir pour les 300 prochains matchs, un petit peu d'apport offensif. Là. Ça serait peut-être le fun. Moi, je pense que c'est là qui me déçu le plus. Ben écoute, c'est là qu'on va avoir en tout cas jusqu'à maintenant le plus gros écart de notes. Moi, je t'ai donné B- pour Anthony Beauvillier. Pour quelques facteurs. De un, il n'a pas été offensif, mais est-ce que c'est de sa faute ou c'est le fait qu'il a joué avec une équipe épouvantable offensivement comme les Islanders qui ont eu le seul gros joueur qu'ils ont eu dans son époque avec les Islanders, c'est Matthew Barzal. Le reste, il y a eu Tavares à sa première année, après ça, il a quitté, je pense, ou dans ces eaux-là. Après ça, il n'y a eu rien. Ça a été Barzal et rien du tout. Ensuite, après ça, oui, il n'a pas produit ailleurs non plus, il n'a pas produit à Vancouver, mais Vancouver, c'est une autre équipe que c'était pas tant génial offensivement. Tu sais, j'ai comme. Tu sais, je ne vais pas dire que c'est juste. Hein? Il n'y a pas les Citizens dans ces années-là? Non, les Citizens, c'était avant ça. Là. C'était Peterson, Besser et Horvat qui étaient là. Mais la raison pour laquelle je donne B-, c'est surtout aussi par rapport à sa longévité dans la LNH, quand même 700 quelques matchs, versus le rang qui a été repêché. Au 28e rang, tu n'auras pas beaucoup de gars qui ont disputé 700 matchs dans les dernières années. Donc, puis tu sais, la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis plus haut que B-, c'est l'apport offensif, moi aussi. Je pense que j'aurais aimé ça avoir plus d'apport offensif, mais tu déniches au 28e rang un gars qui joue quasiment 1000 matchs. J'ai pas le choix de mettre au moins un B- juste pour ça. Et là, après ça, c'est sûr que oui, c'est un gars qui a produit dans le junior, donc on aurait espéré qu'il fasse aussi ça au niveau professionnel. Sa meilleure saison, ça a été 39 points avec les Islanders. A eu une saison de 21 buts à sa deuxième saison, mais après ça, n'a jamais été capable de répéter ça. Donc oui, offensivement, il me laisse sur mon appétit, mais je peux pas mettre un gars, mettons comme toi, tu l'as mis D+, puis un gars comme Carlson que tu mets D, puis que comme 600 quelques matchs de différence entre les deux. Je comprends. Donc pour ça que moi, je l'ai mis plus haut, mais je l'avoue. Je peux pas mettre plus que B- par contre. Moi, je pense que B- c'est la limite que je pouvais mettre du côté de Beauvillier. Non, c'est correct. Moi, je pense que l'apport offensif a vraiment répercussion. Là. C'est peut-être sévère des plus, là, mais c'est pas grave, c'est correct. Bon point. Prochain joueur maintenant à être appelé, c'est au 27e rang, oui, et c'est les Ducks d'Anaheim qui avaient ce choix-là. Et on a jeté notre dévolu sur un Suédois, Jacob Larsson, un joueur qui joue à la Ligue bleue, un défenseur de 6 pieds 2, 193 livres, a joué 172 matchs dans la LNH, a récolté 24 points, a joué pas mal ses matchs avec les Ducks.
et a terminé ça avec les Sénateurs d'Ottawa. Je vais aller en premier. On va s'alterner au pire pour savoir qui va en premier. Ben écoute, un peu dans le même thinking que Carlson, je vais donner peut-être un D moins du côté de Larson. On a pu voir ce qu'il pouvait donner. Il a disputé quand même la majorité de ses matchs avec les Ducks. On a joué dans la LNH un peu. Malheureusement, ça ne s'est pas donné là, en termes de longévité, en termes de stats. Et là, maintenant, je joue avec la Suisse, là, en Suisse plutôt. Donc, c'est plus. Excusez. Goudas Domi. Ah, je te l'avais dit, je te l'avais collé, Domi. Très popé. Je suis. Ouais, excusez, on dévie un petit peu, mais. Oh, puis Domi qui domine. Ouf, ça fait mal. Que ça fait mal. Excusez. C'est rare qu'on parle de ça dans les chemins, mais c'est fait. Pour le petit inside, on a fait notre live juste avant de faire le podcast et on parlait justement de ce match-là entre les Leafs et les Ducks. Le premier match depuis la blessure de Goudas sur Austin Matthews et on se demandait qui allait répondre aux actes, qui allait jeter les gars avec Goudas. J'avais prédit Domi et j'ai eu raison là-dessus. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, Larson, comme j'ai dit, D-. On a pu voir il a joué des matchs dans la LNH. Il a quand même joué une saison presque complète, là, 60 matchs en 2019-2020. A fini à -9, 11 points. Donc, a eu sa chance. Ça n'a pas donné ce qu'on voulait, mais au moins, il a joué quand même une centaine de matchs dans la LNH. Donc, pour moi, c'est un D. Je vais dire D-. On va y aller avec D- vu que. Ouais, je suis dans la même eau que toi. C'est un défenseur qui était, encore une fois, un bon défenseur sur 200 pieds. C'était pas un défenseur offensif. C'est une année quand même moyen là, pour les défenseurs. Là. Si tu regardes, on va y aller plus loin, là, mais à part 2 qui ont été vraiment offensifs, le reste, ça a été difficile. Mais je pense qu'on allait chercher encore une fois un défenseur qui voulait nous avoir une bonne sortie de zone, capable de relancer l'attaque, facile, être capable de jouer bien défensivement. Avec une équipe, on sait, les Ducks ont toujours été une grosse équipe défensive et ça n'a juste pas fonctionné. On avait trop de personnes du côté des Ducks cette année-là pour l'avantage. Et du côté des Sénateurs, ça n'a juste pas fonctionné là, pour cette match. Là. Fait que dans le fond, moi aussi, je vais aller avec un D-. Là, c'est pas plus que ça. Prochaine sélection du côté du Canadien. Maintenant, on détenait le 26e rang et on a jeté notre dévolu sur Noah Juulsen, défenseur qui a joué avec les Silvertips d'Everett dans la WHL. Malheureusement, les blessures ont scrappé sa carrière. C'est un défenseur qui était quand même prometteur dans le sens que on disait de lui que ça n'allait pas être un défenseur offensif. Mais tu parlais tantôt d'un défenseur défensif qui allait manger des minutes. On voyait un petit peu ce rôle-là du côté de Noah Juulsen. A joué quand même là, une quarantaine de matchs avec le Canadien et par la suite a joué avec les Panthers, les Canucks et il se trouve maintenant avec les Flyers de Philadelphie. 207 matchs au compteur actuellement, 27 points. Je vais te laisser aller avec ta note en premier. Écoute, je vais avec un D. Puis, les blessures l'ont vraiment ralenti. Je pense qu'on avait. Puis l'important pour moi, c'est qu'il joue encore. Seulement 10 points en 50 matchs. Je me trouve sévère. Là. Ouais. Ben écoute, je te mentirais pas que c'est. Moi, ma note, c'était D+. Donc, c'est pas si loin que ce que tu mentionnais. D+, parce que il a joué quand même 200 matchs dans la LNH. Il joue encore. Les blessures. Puis, il joue encore. C'est surtout ça que je voulais mettre comme point versus les autres que j'ai mis D ou D- parce qu'il jouait plus. Lui, il est encore actif. Il a 28 ans, donc peut encore là, jouer quelques années dans la LNH. Mais c'est dommage parce que le Canadien n'a juste pas été en mesure de bénéficier de ce choix-là. C'est plus. Il a joué plus avec les Canucks et avec les Flyers qu'avec les Canadiens. Donc, exact. Je pense qu'il y avait une belle avenir quand même pour lui. Oui, les blessures, mais on a vu aussi que c'est un joueur, je pense, qui avait tendance à trop surévaluer les jeux. C'est un petit peu ça, je pense, sa béquille qu'on avait du côté de Noah Juulsen. Puis il s'est recyclé, je suis content pour lui. Évidemment, c'est pas un défenseur top 4, là, mais au moins, le Canadien, je pense qu'on aurait pu sélectionner meilleur. Mais évidemment, il était avec un défenseur. On avait besoin de défenseurs dans ces années-là du côté du Canadien. Puis malheureusement, on a fait ce choix-là. Choix numéro 25 maintenant, c'est qui appartient aux Jets de Winnipeg. Et on décide de repêcher un attaquant, Jack Roslovich, lui qui était issu là, du programme national américain à son année de repêchage, avait eu 38 points à 25 matchs à son année de repêchage. Ensuite, c'est dirigé du côté de l'Université de Miami, 10 points en 36 matchs avant de faire ses débuts chez les professionnels. A quand même roulé sa bosse avec les Jets, quelques saisons presque complètes avec des 77-71 matchs. Ensuite, est allé avec les Blue Jackets, les Rangers, les Hurricanes et présentement joue avec les Oilers d'Edmonton.
Je vais y aller avec un B- du côté de Roslovic parce qu'encore une fois, c'est vers la fin du repêchage. C'est plus dur de trouver des joueurs qui ont une longévité dans la LNH. Il y a quand même 587 matchs au compteur, mais surtout des saisons il y a quand même 3 saisons de 20 buts, là, 22 avec les Blue Jackets en 2021-2022 et ces 2 dernières saisons avec les Hurricanes et les Oilers cette année est à 20 buts et 22 buts. Des saisons d'une quarantaine de points aussi, 45-44. Je pourrais peut-être même dire B si je dis si je compare à Beauvillier. Ben bon, regarde, je vais assumer ma note. J'ai dit B-, mais écoute, il n'y a pas de grosse différence avec B et B-, surtout à l'endroit qu'on l'a trouvé au repêchage. Malheureusement, ce n'est pas les Jets qui en ont le plus bénéficié. Ses meilleures saisons, ça a été en dehors de Winnipeg. Mais ils ont quand même vu juste avec le choix. Ils n'ont peut-être juste pas su le développer adéquatement là, du côté du Manitoba. Oui, puis c'était une période difficile pour les Jets. La fin de l'année 2010, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai donné un B, juste pour une raison que c'est un joueur qui est quand même important sur un top 9. Il a eu des bonnes transactions faites par rapport à lui. Les équipes ont allé chercher aussi pour avoir plus de depth dans leur équipe. Tu sais, avait été Edmonton cette année, il rendait quand même des fiers services. Là, évidemment, 32 points, 61 matchs, c'est peut-être pas McDavid avec ses 124 points, mais ça reste que c'est un joueur qui complémente bien un troisième trio. Je pense que c'est un gars qui gagne ses mises en jeu, c'est un gars qui est le fun. Puis honnêtement, dans ces années-là, là, 2015, c'est dans les premiers qui ont vraiment eu un impact avec le développement américain. La USHL, là, il n'y a pas eu de grands joueurs avant ça qui l'ont fait. Donc, c'était un des gars, fin première ronde, peut-être avoir un top 9. On cherchait ça du côté de Roslovic. Puis, honnêtement, moi, je pense qu'il n'a pas déçu. Évidemment, on aurait aimé mieux qu'il y ait plus de points, c'est comme d'habitude. Mais c'est un gars quand même qui tient son épingle du jeu encore. C'est encore important pour une équipe nationale, puis il va l'être encore pour une coupe de saison. Presque 600 matchs en carrière, 300 points. Donc, tu sais, 1 sur 2. Fait quand même aussi bien en série qu'avec les Rangers, là, il y a 2 ans, et avec les Caroline l'année passée. Et là, se retrouve avec Edmonton. Moi, je pense que j'ai mis un B. Et là, on tombe avec une sélection assez intéressante au 24e rang. Je crois qu'il appartient aux Flyers de Philadelphie. Travis Konechny, qui se joint aux Flyers, lui qui avait une saison de 68 points dans la OHL à son année de repêchage. Pas à tout casser, mais par la suite, écoute, il y a quand même une saison de 76 points, des saisons de 60... Il y a 1, 2, 3, 4 saisons de 60 points. Il y a 2 saisons de 30 buts et plus. 715 matchs dans la LNH, 539 points. Il est toujours avec les Flyers actuellement. Il a joué tous ses matchs avec les Flyers. Il est une pièce importante de l'équipe. Ouais. Quelle est ta note, mon cher Stéphane, là-dessus? Moi, j'y étais avec un A-. Puis la seule bonne raison, je vois qu'un A-, c'est parce que c'est vraiment un joueur qui traîne sur les épaules les Flyers depuis quelques années. Comme je disais, il marque beaucoup de points. Dans la famille, son cousin, c'est Bo Horvat, là, son petit cousin. Là, donc, ça reste une équipe. Je pense que les Flyers ne s'attendaient peut-être pas à ça du côté de Konechny. On n'est pas par-dessus les attentes, mais je pense qu'on est vraiment bullseye au niveau des attentes. Là. 540 points en 715 matchs. 518 de punition, ça c'est quand même intéressant. C'est un gars qui n'a pas peur du trafic. C'est un gars qui va aller défendre ses coéquipiers si besoin. C'est un gars qui va jouer robuste. C'est un gars souvent qu'on parle aussi pour Équipe Canada, mais qu'on ne le voit pas non plus malheureusement. Mais c'est un gars qui pourrait m'en figurer là-dedans. Je pense qu'en ayant une organisation moribonde comme les Flyers depuis 3-4 ans, c'est difficile pour lui, mais ça reste qu'il met des points sur le tableau. Puis pour moi, c'est une belle surprise. Moi, je ne le voyais pas là à son année de draft. Je ne pensais pas qu'il était pour faire une grosse différence dans une équipe. Je pense que ça aurait été un bon top 6. Et là, visiblement, je me suis pas trompé, mais visiblement, je vois que ses skills, sa rapidité, ses lancers. C'est un gars qui a marqué quand même 33 buts. 2 saisons de 30 buts là, avec les Flyers et proche d'une autre saison présentement de 30 buts. Donc, Konechny, pour moi, par-dessus les attentes selon ce que je pense que les gens voyaient dans cette année-là. De mon côté, je le bats un petit peu plus haut que toi. J'ai mis A parce qu'écoute, encore une fois, je prends en considération le rang. Au 24e rang, tu trouves ton allié droit de premier trio actuel qui a des saisons de 30 buts, des saisons de 60 points en derrière la cravate. Et la seule chose qui m'empêche de le mettre A+, parce que c'est une méchante belle trouvaille, c'est que la production offensive, tu sais, mettons, s'il avait fait des saisons de 80 points, 90 points, ça aurait été A+, là, parce que là, ça aurait été, écoute, incroyable comme choix. Ça l'est quand même, mais je pense que A, c'est quand même plus connaître, là. Écoute, tu as décrit, là, c'est un gars qui est
un peu. Il peut jouer à toutes les sauces. Là, peut jouer même s'il n'est pas gros à 5 et 10, 192 livres, c'est un gars qui est tannant à jouer contre. C'est pas un gars qui se laisse faire. Puis des saisons de 30 buts, des saisons de 60 points. Donc pour moi, au 24e rang en plus, pour moi, c'est un A, mais c'est A ou A-, on est quand même dans le même range de note à ce niveau-là. Un autre choix intéressant qui a précédé celui de Konechny, et c'est les Canucks de Vancouver qui l'ont fait alors qu'ils ont repêché, oui. Alors qu'ils ont repêché Brock Boeser du côté de la USHL, notre cher ami Boeser qui a joué un total de 619 matchs dans la LNH, tous avec les Canucks de Vancouver, malgré les nombreuses rumeurs de transactions qu'il y a eu depuis les dernières années, qu'à chaque fois qu'on pense qu'il va être échangé, ben, il signe avec le club à la place. 221 buts, 251 passes pour un total de 472 points. Meilleure saison, là, c'est de loin celle de 2023-2024 avec 40 buts, 33 passes, 73 points. Mais n'a jamais vraiment répété ça. Il y a eu des saisons d'une vingtaine de buts, mais les passes ne suivaient pas nécessairement. Donc, pour moi, j'ai mis A- parce que c'est une coche en dessous de Konechny. Donc, si je suis ma logique, je l'ai mis A-. Il y a eu une grosse saison. Oui, c'est un marqueur de but, une des saisons de 29 points, 29 buts, 26 buts, 23 à 2 reprises, une de 25. Mais n'empêche que seulement franchi le cap des 60 points une seule fois. Puis ça a été une grosse saison. Puis dès la saison suivante, on est retombé avec 50 points, donc 23 points de moins que ce qu'on avait fait. Et cette année, c'est plus difficile. Oui, les Canucks, c'est un club en reconstruction, donc on ne s'attendait pas à ce que les stats suivent. Mais je pense que, encore une fois, 23e rang, tu déniches un marqueur de 40 buts, même si c'est une saison. Pour moi, ça vaut au moins un A-. Maintenant, reste à voir. Là, ou certains pourraient dire B+, puis je pourrais comprendre aussi. Là. Mais mettons que je ne donnerais pas un C-. Là, mettons. Je pense qu'avec les saisons qu'il a eues à Vancouver, c'est quand même digne de mention là, qui est capable de remplir le filet. Donc pour moi, c'est un A- pour Brock Boeser. Moi, je vois avec un B+, pour les raisons que tu dis là. Moi, je pense que c'est un excellent joueur de série. D'ailleurs, les 2 fois que les Canucks sont allés en série, a été vraiment un très bon joueur. Par contre, ça m'a laissé vraiment amer qu'on a connu une bonne saison à 73 points, puis après ça, on ne fait plus rien. Un peu, tu sais, Konechny, pour moi, a vraiment apporté les Flyers à un autre niveau, mais Brock Boeser n'a pas été capable de faire ça, selon moi. C'est un excellent joueur, un excellent complément sur un premier trio, mais il n'est pas capable d'apporter cette fameuse arme, ce drive-là, pour apporter les... Oui, on est peut-être en reconstruction, mais on a quand même des bons joueurs à Vancouver, là, tu sais, sur le premier trio. Donc, moi, je pense que c'est un petit peu ça. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans le A? Je pense que pour être dans le A, il faut que tu fasses vraiment une différence dans ton équipe. Puis, je ne vois pas ça de Brock Boeser, malheureusement. Choix numéro 22. Maintenant, le premier gardien. Et on a repêché du côté des Capitals de Washington, Ilya Samsonov, gardien qui avait quand même eu là, du succès dans la KHL avant de s'amener du côté de Washington. A disputé 200 matchs dans la LNH avec les Capitals, les Maple Leafs et les Golden Knights. Il joue présentement dans la KHL avec Sochi. Donc, n'est plus dans la ligue actuellement. On a terminé avec 118 victoires, 48 défaites, 25 en bris d'égalité, 2,77 de baloué, 902 d'efficacité globalement. Donc, ta note, mon cher Stéphane, du côté de Ilya Samsonov. Ouais, moi, c'est un E, là. C'est un gardien de but format géant qui aurait dû faire... en tout cas. Il aurait dû faire la différence plus que ça. 200 matchs, mais je pense qu'on a fait à la tâche côté de Washington. On n'a pas été capable vraiment de l'apporter à un autre niveau. On connaît une bonne saison avec 913. OK, je suis sévère. Je vais y aller avec un C d'abord. Je vais y aller avec t'as quand même ouais, c'est ça. Excuse-moi, je vais y aller avec un C- ou un D+. Là, je vais y aller quand même avec une bonne saison. Moi, je pense qu'il y a Samsonov, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des blessures aussi. Il y a eu des blessures, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait une meilleure impact. Les Capitals avaient une très bonne équipe dans ces années-là. Je pense que c'est ce qui a aidé à avoir le plus de victoires. J'aurais aimé ça qu'il y ait un plus grand impact sur cette équipe-là, mais il a quand même fait quand même des courses en série et tout, mais on n'a pas été capable du côté des Samsonov d'apporter cette équipe-là loin en séries éliminatoires. Puis avec les Leafs, mais ça a été une bonne première année, une deuxième année complètement catastrophique. Mais après ça, Vegas, ça a été aussi pas très bon. Donc, tu sais, je suis peut-être sévère, mais on avait tellement d'espoir sur ce gardien de but-là. Un gardien de but en première ronde, je vous le dis tout de suite, c'est rare que ça arrive. C'était le seul dans cette année-là, puis on pensait vraiment que ça pourrait être une prochaine vedette.
et ça n'a juste pas fonctionné. Là, présentement, il joue avec le Metallurg, le Magnétorox, en Russie, mais ça reste que, pour moi, c'est une déception. Là. Je ne pouvais pas le mettre dans le C. Dans le C+, ou dans le C, pour moi, c'était pas assez. Fait que moi, je vais aller avec un D+, là, malheureusement. J'ai mis des plus, moi aussi, du côté de Samsonov. Là, il y a une belle. Mais quand même une saison intéressante avec les Leafs. 9-19 d'efficacité, 2-33 de buts alloués. Avait quand même bien percé avec les Caps aussi à sa première saison sur les 26 matchs. 16-6-2, 9-13 d'efficacité, 2-55 de buts alloués. Je pense que le potentiel était là. Ouais. Les blessures l'ont peut-être ralenti, puis il a peut-être même coûté un peu le reste de sa carrière dans la LNH. Et là, va rouler sa bosse en Russie. Là. Puis même en Russie cette année, c'est avec Sochi, il est 3-8. 903 d'efficacité, puis 3,27 de buts alloués. Là, c'est pas, disons que c'est pas des grosses stats, surtout la KHL qui est une ligue plus défensive un peu. Là, d'habitude, les gardiens qui se boostent là, des stats. Là. Fait que je dirais qu'un D+, a goûté à la LNH, plus de 200 matchs, mais nous a laissé là, sur notre appétit. Surtout, comme tu as mentionné, les gardiens de but en première ronde, c'est rare que tu en repêches un. Tu as intérêt à pas te tromper, mettons, là, parce que normalement, tu peux en trouver des bons là, plus tard là, au repêchage. On va poursuivre maintenant avec le choix numéro 21 qui appartenait au sénateur d'Ottawa. On a repêché Colin White du côté des Sens, un gars qui était issu du programme national américain, les U18. A joué ensuite avec Boston College, qui a eu une grosse saison, 43 points en 37 matchs, ensuite 33 en 35. A joué avec les Sens par la suite, 2 saisons presque complètes. Il a ensuite joué avec les Panthers, avec les Pingouins, un petit peu avec le Canadien. Il a terminé ça avec San Jose pour un total de 323 matchs, 113 points. Je vais y aller avec, je pense, un D-. Peut-être, non, je vais y aller avec un D. Parce que quand même, il joué 300 matchs, a quand même une saison de quarantaine de points avec les Sénateurs. Mais par la suite, n'a jamais été capable de répéter ça, malheureusement. Mais a quand même roulé sa bosse pendant plusieurs saisons dans la LNH, même si ça a été à coup de 45 matchs, 24 matchs, 68, ça a été un peu en montagne russe, mais au total, il a quand même joué plus de 300 matchs. Fait que je jouais avec un D, mais vraiment pas loin du D-, parce que ça passe sa saison de 41 points, 71 matchs en 2018-2019. Il nous a pas offert grand-chose, vraiment, là, au niveau de... Je suis à la même place que toi. Moi, je suis allé avec D-. Parce que si j'ai mis Beauvillier à D-, il fallait que je mette Colin White à D- aussi. Là. Je pense qu'il n'a pas eu l'impact qu'on désirait non plus dans la Ligue nationale. Oui, il a marqué une bonne saison là, avec, comme tu disais, avec les Sénateurs, mais je pense qu'on aurait été capable de faire plus que ça. Et la meilleure preuve, c'est qu'il est encore avec le Barracuda présentement. Là, 40 points en 39 matchs. Je pense que c'est un excellent joueur de Ligue américaine. Pas l'excellent, mais un bon joueur de Ligue américaine. Mais malheureusement, c'est pas un joueur national. On passe maintenant dans le top 20. 20e choix qui appartenait au Wild du Minnesota. Et le Wild qui a repêché Joel Eriksson Ek, provenant du programme Färjestad en Suède. Pas une grosse saison, 6 points en 34 matchs à son année de draft. Il faut dire que les jeunes là-bas, à moins que tu aies un joueur élite vraiment, c'est rare que tu obtenir là, du temps de jeu. De son côté, a joué tous ses matchs avec le Wild de 609 matchs au compteur. A seulement 344 points, mais a quand même 2 saisons de 60 points dans ses 2-3 dernières saisons. 2 saisons, plutôt une saison de 30 buts, même en 2023-2024. Il roule de plus en plus à bas. Ça a été long avec qu'il démarre, mais là, semble vraiment là, être bien installé là, dans le top 9, puis peut-être même top 6. Je n'ai pas regardé où il joue actuellement là, avec le Wild. S'il est encore dans le top 6, là, je vais aller voir live là, sur. Ouais, il est présentement le centre du deuxième trio. C'est-tu à toi ou à moi de donner la note en premier? Je pense que c'est à toi à donner. Vas-y. Ben, je peux y aller. Écoute, je vais y aller avec un B+, du côté de Joel Eriksson Ek. Ce qui m'empêche de donner le A-, mettons, peut-être un petit peu plus d'offensif. Il y a eu quand même 2 grosses saisons. 2 saisons de 60 points. Ça n'a pas été tant constant. Après ça, il y a eu 29 points, 46. Là, il y a 45 en 65. Donc, on va probablement être dans la cinquantaine plus que dans la soixantaine. Donc, il n'a pas réussi à continuer à progresser, mais a quand même 2 saisons là, de 60 points et plus, une saison de 30 buts. Encore une fois, 20e rang, c'est pas dans les tops des tops. Là. Donc, pour moi, ça vaut un beau B+, bien senti. Là. Ouais, moi, je vois la même sauce que toi. Je pense que c'est un gars qui a utilisé sa grosseur toute sa vie à date. C'est un gars qui va au net puis qui réussit à faire des buts et des points. Puis je pense qu'il est bien enclé avec le Wild.
Le Wild qui connaît une bonne saison, mais pour les prochaines années aussi, ça va être bon. Je pense qu'il va amener son grain de sel là-dedans. Il va probablement avoir un petit peu moins de temps. Tu sais, les années qu'il a fait des gros points, jouer sur la première ligne en avantage numérique. Et là, je pense qu'on va avoir moins de temps du côté d'Eriksson Ek, mais je pense que c'est une très belle addition au Wild, puis il a quand même fait une belle carrière là, en attendant. 20e choix, puis tu réussis à faire un point par 2 matchs. Sans match national, c'est quand même très bon. On va y aller un petit peu plus rapidement, quoique le prochain choix, on n'aura pas tant grand-chose à dire. Et malheureusement, c'est le Red Wings, le 19e choix au total. On a pigé dans la LHJMQ, alors qu'on a repêché Evgeny Svechnikov, alors qu'il évoluait pour les Screaming Eagles du Cap-Breton à son année de repêchage. 78 points en 55 matchs, ensuite 79 points en 50 matchs. Et ensuite, est un peu entré dans le fameux moule des Red Wings qu'il faut que tu joues dans la Ligue américaine avant d'avoir vraiment ta vraie chance. Mais le problème, c'est que ça n'est jamais vraiment venu. Tu sais, oui, il a fini avec 172 matchs, mais il a plus joué là, avec les Jets et avec les Sharks qu'avec les Red Wings. Et offensivement, on a été laissé un peu sur notre appétit avec 45 points. C'est un gars offensif, c'est pas un gars qui doit jouer sur une 4 ou sur une 3. En plus. Et force est d'admettre qu'il n'a pas livré la marchandise offensivement. Donc, comment tu vois cette note-là du côté de tes Red Wings, cette sélection-là de tes Red Wings? C'est un des moins, là. C'est un gars qui était supposé mettre des points sur le tableau. Là, fini avec 79 points en 50 matchs avec le Screaming Eagle. Puis même dans la Ligue américaine, on a fait quand même beaucoup de points la première année. Avait gagné aussi la Coupe en 2016-2017 avec les Griffins. 51 points recrues, c'est quand même bon. Mais c'est un gars que même dans la KHL, présentement, ça ne fonctionne pas. 16 points en 34 matchs, 24 points en 57 l'année passée avec Torpedo. Donc, pour moi, c'est un échec total. Là, c'est un des moins. Ben écoute, on ne s'ostinera pas là-dessus. Là. Moi aussi, c'est un des moins. Écoute, oui, il a goûté à la LNH, 172 matchs, c'est génial tout ça, mais son rôle, c'était d'être un gars au moins top 9 pour produire, puis il ne l'a pas fait malheureusement. Et présentement, il joue en Russie, donc il n'est même plus là dans la LNH. Et on monte maintenant au 18e rang avec les Sénateurs d'Ottawa. Autre sélection, on se rappelle tantôt, ils avaient sélectionné Colin White. Eh bien, avec leur premier choix, ils avaient sélectionné Thomas Chabot, lui aussi issu de la LHJMQ. A terminé, pas terminé, mais a présentement joué tous ses matchs avec les Sénateurs d'Ottawa. 567 matchs, 78 buts, 257 passes pour un total de 335 points. De mon côté, je vais donner un B du côté de Thomas Chabot. Je pense que ça a été un joueur qui était quand même prometteur dans le sens qu'à sa deuxième saison complète, il a eu 55 points. Mais ça a été sa meilleure saison. Il n'a jamais été capable de reproduire ça, malheureusement. Il y a eu des blessures, des saisons de 49 matchs, 59. Il n'a jamais été resté en santé. Puis je pense que c'est ça qui lui a fait mal, malheureusement. Mais n'empêche que lorsqu'il est en santé, il est capable de donner des choses, capable de produire offensivement. 31 points en 55 matchs cette année, c'est quand même pas mauvais. Mais moi, le fait que sa deuxième saison dans le circuit Batman, ça a été sa meilleure jusqu'à maintenant, ça me freine un petit peu de donner plus qu'un B. Là. Moi, j'ai été qu'un C+, puis j'avais tellement d'espoir sur ce défenseur-là. Il a tout gagné dans tout ce qu'il a fait. Là. IHF, U20, U20, All-Star Team, meilleur défenseur. Après ça, meilleure équipe dans la LHJMQ, trophée du gagnant du Guy Lafleur, gagnant du trophée Émile Bouchard. Ça a été moi, je pensais que c'était prêt être la prochaine vedette d'Ottawa. Puis malheureusement, ça n'a jamais fonctionné. Puis oui, ça a été le meilleur défenseur, je pense, pendant longtemps, 6-7 ans. Mais Sanderson est arrivé, puis il a tout de suite éclipsé. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus. Où ce que je trouve qu'il manque, c'est vraiment l'apport. Il n'a pas été capable d'aller chercher cet apport offensif-là tout le temps. Il a toujours été blessé. Puis surtout qu'il a signé un gros contrat en plus. Il a signé vraiment un gros contrat avec les Sens. Puis il n'est pas capable de le mettre dans le B à cause de ça. Puis j'aimerais essayer de mettre un B-, mais je ne suis pas capable. Je pense qu'il n'a pas eu l'impact désiré. Puis on l'a vu que dès que Sanderson est arrivé, Ottawa est devenu tout de suite meilleur. Oui, Brady Tkachuk est arrivé. Oui, que Shane Pinto est arrivé. Puis tout. Mais ça reste que je pensais tellement que ce défenseur-là était pour tomber dans une place, dans une ville bilingue. Il aurait pu avoir la place en masse pour être un défenseur dominant. Après 2 saisons, j'étais persuadé que c'était un défenseur offensif qui était pour le faire. Il a connu des saisons exécrables après. Puis, tu sais, moins 18, moins 15, moins 11, moins 3. Pas capable de finir dans le plus jamais. Il a fallu vraiment qu'on ait une grosse saison l'année passée avec les Sénateurs pour qu'ils finissent dans le plus enfin. Moi, j'ai été vraiment déçu. Je pensais vraiment que Thomas Chabot était pour devenir un meilleur défenseur que ça. Puis, encore une fois, je ne dis pas que c'est un mauvais défenseur. Quand même, là, c'est quoi, 300 points en carrière, là, de 335 points en carrière en 600 matchs. C'est quand même bon.
pour un défenseur surtout, mais pour moi, il n'a pas eu l'impact. Un peu à la Beauvillier tantôt, il n'a pas connu l'impact qu'il devait avoir dans la Ligue nationale, puis c'est vraiment pour ça que je donne un C+. Écoute, Steph, on va y aller plus rapidement parce qu'on est déjà rendu à une quarantaine de minutes puis on n'a même pas la moitié de fait. Donc, on va appuyer un peu sur l'accélérateur. Puis le prochain choix, je pense pas qu'on va s'ostiner longtemps. Le 17e rang, les Jets de Winnipeg, Carl Connor. Écoute, wow. Des saisons de 40 buts, des saisons de 30 buts, des saisons de 93, 80 points, 97 points, 83 points. Pour moi, c'est un A+. Là. Tu trouves ce genre de joueur-là au milieu du repêchage, même à la deuxième moitié du repêchage. Pour moi, c'est un coup de circuit du côté des Jets, puis il est encore là en plus, puis il est signé à long terme, si je ne me trompe pas, ou il vient de signer à long terme. Donc, il va être encore à Winnipeg pour les années à venir. Pour moi, écoute, 686 points, 686 matchs, 665 points. C'est un A+, pour moi. Je pense pas qu'il y a autre chose à dire, vraiment. Non, c'est un A+, surtout qu'il a fini 93 points à 79 rencontres en 2021-2022. Il a passé 97 points encore en 82 matchs. C'est un joueur essentiel aux Jets de Winnipeg. Puis honnêtement, si je mets autre chose qu'un A+, pour un 17e choix, hey, c'est un point par match. Là, et est avec les Jets depuis le début. C'est un excellent choix repêchage du côté de Winnipeg. 16e rang, un autre choix aussi quand même bien. Là, Matthew Barzal du côté des Islanders de New York. 604 matchs dans la LNH, tous avec les Islanders, 529 points. A eu 2 grosses saisons, là, une d'ailleurs 85 points à sa première saison complète, c'est quand même incroyable. Et il y a 3 ans, il a eu aussi 80 points avec une équipe, écoute, les Islanders, là, je l'ai souvent dit au podcast là, lorsqu'on fait des lives, c'est l'équipe pour moi la plus plate à voir aller. Un peu moins cette année en raison de Matthew Schaefer, là, mais écoute, a réussi quand même à produire un peu malgré tout. C'est sûr qu'on aurait aimé savoir de meilleurs chiffres, mais pour moi, ça demeure quand même un A. Peut-être pas un A+, mais quand même un A, parce que dans les circonstances, il a fallu qu'il chausse les souliers laissés là, par John Tavares lorsqu'il a quitté pour Toronto. Il était tout seul pratiquement là-bas, avec justement des Beauvilliers de ce monde, des Anders Lee. Oui, il y a eu Nelson un peu qui a aidé aussi, mais pour moi, c'est un A du côté de Barzal, surtout qu'il a été repêché 16e rang aussi, donc c'est pas un choix top 5 ou un choix top 10. Là. Pour moi, c'est peut-être pas un A+, mais c'est au moins un A pour moi. Puis moi, je vais lui donner un A+, pour la seule et bonne raison que tu viens de le dire. Il a été le seul qui est resté dans cette équipe-là après John Tavares. Dans une équipe extrêmement défensive. Toujours fini dans les plus ou presque, à part une saison 2021-2022. C'est un joueur qui a fait grandir, qui a resté avec les Islanders, qui aime jouer avec les Islanders, qui n'a pas voulu être échangé des Islanders. Là, il a enfin une bonne équipe avec lui, avec des comme Matthew Schaefer et tout. Mais pour moi, c'est un A+, parce que avec l'équipe qu'il avait avec lui, réussir ce qu'il a réussi à faire, pour moi, c'est exceptionnel. Comme tu dis, c'est un 16e choix repêchage. C'est pas évident. Il y a quasiment un point par match avec une équipe qui est extrêmement défensive depuis 10 ans. Pour moi, c'est un A+. Et là, on entre dans la fameuse suite des 3 choix. Le trio des choix de repêchage des Bruins de Boston qui détenaient les 15, 14 et 13e choix. 15e choix, Zachary Senyshyn, qui a joué pour Greyhounds dans la OHL. Écoute, on ne s'éternisera pas là-dessus. 16 matchs de jouer, 1 but, 2 passes. C'est un E. Écoute, il a goûté à la LNH, donc pour moi, c'est pas un F. Juste pour toi. Mais c'est un E. Écoute, je pourrais dire même un E- si je pouvais mettre un moins au E. Là. Ça a été épouvantable comme choix. Le 15e choix au total. Et surtout, en plus, tu repêches lui, puis après ça, tu as Connor, Barzal, Chabot qui suit les 3. C'est ça qui a fait mal du côté des Bruins. C'est qu'on a vraiment raté cette sélection-là. Ensuite, au 14e rang, ça a été le moins pire des 3, mais encore là, ça n'a pas été un gros choix en Jake DeBrusk du côté du 14e choix. 618 matchs et 348 points. Il a eu sa meilleure saison en carrière avec les Bruins, par contre, 27 buts. Il a quand même eu des saisons là, de 20. Il a quand même eu là, 4 saisons de 25 buts et plus. Donc, pour moi, je vais donner un C pour cette sélection-là parce qu'il a quand même produit un peu. Mais écoute, pour un 14e choix, là, c'est pas la mer à boire, disons. Moi, je donne un C- justement pour ça. Fait rien des buts, fait pas de passe. C'est pas un joueur qui va complémenter dans un deuxième trio. La preuve, c'est qu'il joue sur une troisième. Il réussit à faire des points, mais pour moi, ça a été une autre erreur du côté des Bruins. Et là, on s'en va au 13e choix. Le premier de ces 3 choix-là, on pige dans la LHJMQ. Jakub Zboril, qui était le coéquipier de Thomas Chabot. Lui non plus, je pense pas qu'on va s'éterniser. Il a joué tous ses matchs avec les Bruins, mais il en a joué 76, 1 but, 15 passes, 16 points. Il joue présentement dans la Ligue tchèque. Pour moi, c'est un E aussi. Là. Je veux dire, tu repêches Zboril, mais tu repêches pas Chabot. En tout cas, moi, ça fait aucun sens, ce choix-là. Là, je comprends pas encore. Donc, j'en déduis que tu donnes un E aussi. C'était un E définitif.
Les Stars, 12e choix au total, et on repêche le joueur russe Denis Gourianov, qui a connu là, quand même. Il n'y a pas eu de grosse saison, mais il y a eu eu de grosses séries dans l'année COVID, là, en 2019-2020, là, 17 points en 27 matchs. Là, il a marqué 9 buts. A eu sinon des saisons, là, un peu. Sa meilleure saison, ça a été 31 points avec les Stars. On l'a 280. A joué aussi avec le Canadien, les Prédateurs, et a terminé ça avec les Flyers. Joue présentement en Russie. 298 matchs, 113 points. Je vais donner un D- du côté de Gourianov parce qu'il a connu une grosse run en série qui a vraiment aidé les Stars à aller à la finale de la Coupe Stanley. Mm-hmm. Mais sinon, c'est un joueur qui était là pour produire, puis il n'a pas vraiment produit tant que ça. Là, sa meilleure saison, ça a été en 2019-2020. D'ailleurs, la saison où il a eu ses grosses séries, il a atteint le plateau des 20 buts, mais il a récolté 9 passes. Donc 29 points en 64 matchs. Pour moi, c'est un D-. Et si ça n'avait pas été de sa grosse run en série, j'aurais potentiellement donné un pas loin du. Non, peut-être pas E, parce que quand même 2,98 matchs de jouer. Fait que je vais y aller avec un D, tiens. Un D, puis si c'était pas de sa grosse run en série, j'aurais donné un D-. On va y aller comme ça. Moi, je donne un D- parce que cette phrase-là va toujours me rester. Denis Gourianov a probablement le plus haut ceiling à l'avant dans les prospects en 2015 de ce draft-là. Puis pour moi, ça, c'est une erreur totale qui a été faite par le scrutin les scrutins. Je pense pas qu'il y avait vraiment le skill pour monter dans le top 10, puis même qu'il pourrait être le plus gros ceiling. On le vu à Montréal, là, c'était pas un joueur qui voulait vraiment jouer, on dirait, là, puis présentement avec le Moscow, c'est la même chose. Là. Marque des buts, fait pas de passe. Ça peut être un joueur d'équipe. Pour moi, c'est un D-. Lawson Krause, maintenant, qui est le joueur appelé au 11e rang par les Panthers de la Floride, mais n'a jamais joué avec les Panthers, a plutôt commencé sa carrière professionnelle avec les Coyotes de l'Arizona. Et présentement, il est avec encore cette équipe-là qui est maintenant le Mammouth. A récolté 253 points en 658 mentions d'aide, meilleure saison, 24 buts, 21 passes, 45 points avec les Coyotes en 2022-2023. Pour moi, j'ai donné un C parce que oui, la longévité est là, mais la production n'est pas là. Puis là, tu te rapproches d'un choix top 10. Tu dois trouver un gars qui a un impact. Puis Lawson Krause, présentement, c'est un complément, c'est un joueur de profondeur du côté de Utah. Donc, pour moi, je donne un C, mais pas plus. Moi, je suis assez moins parce que c'était supposé être un joueur qui avait un meilleur impact offensif. Il n'avait pas connu des mauvaises saisons là, avec les Frontenac là, à Kingston, là, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, pour ce que je reste. Il n'avait pas connu quand même des mauvaises saisons, mais c'est un gars qui était là pour sa robustesse, se battre. C'est un gars qui était. Tu sais, c'est un gars de 6 pieds 4, 215. Là, c'est un bon meuble. Puis d'ailleurs, la Ligue nationale, il fait encore ça. Là. C'est un gars qui va dropper la mitaine une couple de fois par année. Quand même 20 buts cette année, 38 points en ligne vers une bonne saison. Mais pour un choix top 12. 11e. 11e, tu sais, ouais. Ça, top 12, je trouve ça. C'est ça. C'est pas assez pour moi, là, fait que c'est un C-. 10e choix qui était détenu par l'Avalanche du Colorado et on a frappé un pas pire circuit avec Mikko Rantanen. 708 matchs, 776 points. C'est le 3e meilleur pointeur de sa QV, puis tu le trouves au 10e rang. Tu le ramasses comme là, un beau petit cadeau que tu ramasses là. A aidé l'équipe à gagner la Coupe cette année, évidemment, là, avec l'Avalanche du Colorado également. Donc pour moi, c'est un A+. Là. Tu trouves ce joueur-là au 10e rang. Il y en a d'autres qui ont été repêchés avant qui n'ont même pas le même nombre de points que ça. Donc pour moi, ça aurait été un top 5. Oh, ça aurait été un top 5 sûr, puis peut-être même top 3, ça serait discutable. Une vraie perle. Le petit top 10, habituellement, tu veux ton 10e. Au moins, les 10 premiers d'être des joueurs d'impact. Mikko Rantanen est un joueur d'impact, puis même, il aurait toujours été pêché plus haut que ça. Mais bravo, ça a été une petite controverse avec les Hurricanes, puis les Stars, puis la fin avec l'Avalanche. Mikko Rantanen, c'est un vrai power forward. Là. C'est vraiment ça. 6 pieds 4, 230, drive le net, bon lancer. Capable de frapper, c'est un gars qui a pas une punition, donc 100%, ils ont tapé dans le mille complètement à l'Avalanche. 9e rang maintenant, détenu par les Sharks de San Jose, on repêche Timo Meier, lui qui avait évolué avec les Moussets d'Halifax à son année de repêchage, 90 points, a eu sa meilleure saison en 2021-2022 avec les Sharks avec 76 points, mais n'a jamais été en mesure par la suite de répéter, il a eu des blessures, a fini avec 689 matchs jusqu'à maintenant avec 473 points. Je joue présentement pour les Devils du New Jersey. Je vais y aller avec un B pour cette sélection-là du côté de Meier. J'aurais aimé ça en voir plus offensivement. Puis je serais
quand même à l'aise de mettre pratiquement un B- même, parce qu'il n'y a pas eu de grosse production tant que ça. Il y a eu 2 grosses saisons avec les... Pardon, il y a eu 2 grosses saisons avec les Sharks, puis c'est tout. Et même avec les Devils actuellement, c'est quand même décevant. Là, 38 points seulement cette année en 68 matchs. Moins 14, donc je joue avec un B-, surtout que le pic d'après, tu as un Rantanen qui sort, qui te claque des saisons de 100 points. Oui, il y en a qui pourraient dire que c'est l'effet McKinnon, mais du côté de Dallas, il produit autant, sinon plus, donc c'est pas juste McKinnon, il y a vraiment une part... Moi, non, on descend quand même d'une petite coche. Là. Donc, je vais avec un B- du côté de Maier. Dans le top 10, tu dois frapper plus fort que ça. J'ai pas trouvé que c'était une sélection tant judicieuse du côté des Sharks. On essaierait dans le temps, je vais avoir la même discussion de toi. Moi aussi, c'est un B- parce qu'il devrait avoir un meilleur impact. 8e choix maintenant, détenu par les Blue Jackets de Columbus, Zach Werenski qui s'amène du côté de l'Ohio. Disputé un total de 634 matchs, 461 points. Quand même 2 grosses dernières saisons. Là, ça a été long avec sa décolle. C'est eu quand même des quarantaines de points là, depuis le début de sa carrière. Donc, quand même, c'était à ce niveau-là. Mais là, depuis 2 saisons, on a carrément éclaté. Là, avec 82 points en 2024-2025. Il est présentement à 77-77. Devrait battre cette production-là de 82. Je vais avec un A+, parce que... Pourquoi A+? Parce que Columbus n'a jamais eu des gros clubs non plus. Tu sais, s'il avait eu justement un McDavid et un Draisaitl là, avec lui devant, là, pas mal sûr qu'il aurait eu plus de saisons de 60-70 points que ça. Et là, cette année, éclos avec des grosses saisons. Puis il n'y a toujours pas ce talent offensif-là en avant. Donc, il a vraiment pris un step. Pour moi, c'est un A+, là, du côté de Zach Werenski. Moi, j'ai mis un A juste parce qu'il y a eu un lent départ. Puis oui, il n'y avait pas des bonnes équipes, mais quand même, jouait à un point par 2 matchs là, avec ces années avec les débuts de Columbus. Là, présentement, par exemple, il joue comme un A+, puis même, je te dirais qu'il est pas mal en liste pour le Norris cette année. Là. En tout cas, c'est pas Bouchard qui gagne, c'est lui le deuxième. Là. Donc, moi, j'ai donné un A. Numéro 7, détenu par les Flyers de Philadelphie. On repêche Ivan Provorov, défenseur russe qui a fait un peu des controverses à gauche et à droite là, en raison de diverses... pas des frasques, là, mais diverses opinions, c'est ça que je voulais dire. Merci. Lui qui a présentement 770 matchs dans la LNH, 311 points. Sa meilleure saison, ça a été 41 points en 2017-2018 à sa 2e saison avec les Flyers. Pour moi, c'est un C. C'est un 7e choix overall. Oui, il y a la longévité, il y a 770 matchs, mais quand tu repêches un défenseur si haut, il faut que tu aies un meilleur impact que ça. Puis tu sais, on pourrait même pas dire qu'il est bon défensivement. Il est dans le moins plus souvent qu'autrement dans ses statistiques. Moi, c'est un D+, man. C'est comprenable. Puis, tu sais, dans le scrutin, on avait dit que c'était pour être un défenseur offensif avec un gifted, là, je sais pas comment dire en français, le offensively gifted defenseman. Béni offensivement. T'as même pas donné ça à Werenski qui a été choisi avant lui là, dans les scrutins. Pour moi, t'es pas là pas en tout. Là. Provorov, pour moi, est un top 4, mais 4e défenseur. Là. C'est pas un top 2. Choisi au 7e rang, tu devrais avoir un impact immédiat à ton équipe. T'en as pas eu. T'es pas bon défensivement. En tout cas, t'es pas dans les meilleurs défensivement. T'es pas robuste. T'es pas un gars qui va à la guerre pour tout le monde. T'as rien là, pour moi. Fait que pour moi, ça, c'est à cause de son rang de sélection. Pour moi, c'est un D. Écoute, il nous reste 4 minutes pour clencher les 6 derniers choix. Pavel Zacha, choix 6e par les Devils de New Jersey, un autre désastre côté du top 10 dans ce repêchage-là. Ben, non, désastre, c'est fort. Là. Non, il y a quand même 699 matchs, 401 points, mais c'est plus avec Boston qu'il a vraiment trouvé sa niche. Puis encore là, il devrait le pogner, par exemple, cette saison-ci, là, le 60 points. Fait que pour moi, c'est un C+. Je pense que le choix était là. Écoute, c'est un gros bonhomme, c'est 4-2-12. Le prototype était là, mais on n'a juste pas été capable, je pense, du côté des Devils de le développer. Puis là, avec les Bruins, on commence à voir un peu le genre de joueur qui peut être, mais ça demeure un 6e choix total. Tu as des Rantanen, des Connor qui ont été sortis après. Fait que pour moi, c'est un C+. Ouais, c'est un C+, puis il est plus dans l'ADN des Bruins que les New Jersey étaient. Là. Au choix numéro 5, Noah Hanifin du côté des Hurricanes de la Caroline. On joue avec la Caroline, les Flames maintenant avec les Golden Knights. 821 matchs, 348 points. A eu une grosse saison de 48 points, mais sinon, c'est pas mal dans la trentaine. Pour moi, ça va être un... Eh boy. Parce qu'il est très fiable défensivement, par contre. Mais moi, c'est un B. Écoute,
5e au total, il faut que tu repêches un défenseur qui est plus two-way que ça. Fait que je vais donner un B- du côté de Noah Neffin. Là, je pense que j'aurais aimé ça de voir plus offensif. Mais écoute, la longévité qui est là, bon défensivement, rend de fiers services à ses formations. Donc, je vais aller avec un B-, mais je l'aurais mis plus haut s'il y avait eu plus d'offensive. Moi, c'est un B parce que justement, c'est un défenseur qu'on savait que c'était un two-way defenseman. C'était pas un gars qui apporterait beaucoup d'offensive, puis c'est exactement ce qu'il fait présentement. Oui, au Florida, écoute, on a 2 minutes pour clencher. Mitch Marner a joué avec Vegas, a joué avec Toronto, 812 points, 730 matchs. Je vais donner un A. Je pense que du côté de Marner, il y a vraiment une production intéressante. Pour la raison pour laquelle je ne mets pas plus que A, que j'aurais pu mettre A+, il y a quand même eu des saisons de 90 points, 100 points. C'est en série qu'il avait tendance à s'effacer, malheureusement. Même s'il y a la production, c'est pas le gars qui allait vraiment à la guerre, malheureusement. Et pour ça, moi, écoute, tu repêches un gars si haut, il faut qu'il t'en donne aussi dans toutes les situations et ça comprend les séries. 30 secondes par joueur, mon max, t'as dépassé de 10. Là. C'est un A, moi, avec. Dylan Strome, écoute, lui, c'est pas compliqué. Il a eu ses meilleures saisons avec les Caps dernièrement, 590 points, 438 matchs. Un B. Je vais donner un B-. Moi, je pense qu'un choix top 3, il faut que ça soit plus offensif que ça. Puis il a vraiment éclos sur le tard. Puis même à Washington, il a eu 82 points l'année passée. Puis là, il n'y a même pas un point par match cette année. Fait que je vais aller avec B-. Et là, on arrive dans le top 2. Jack Eichel, avec les Sabres et les Golden Knights, 686 points, 682 matchs. A eu des blessures, a eu une grosse saison de 94 points. Je vais donner un A-. J'aurais aimé ça voir plus offensivement, mais en même temps, Buffalo était tellement mal entouré qu'à un moment donné, il ne peut pas faire de miracle non plus. Donc, je vais aller avec un A- parce que le talent est là, l'offensive est quand même là, mais il aurait pas avoir une coche de plus s'il avait été avec une meilleure équipe. Moi, c'est un B+, parce que je pense que c'est pas le type de joueur qui peut apporter une équipe à un autre niveau. Et on termine ça avec le premier choix total. Connor McDavid. Écoute, qu'est-ce que tu veux dire? 1206 points en 786 matchs, des saisons de 150 points, 132. Écoute, moi, c'est A+. M'en fous qu'il n'ait pas gagné de Coupe Stanley. Écoute, le gars n'a jamais été entouré à part Draisaitl. Fait que pour moi, c'est un A+. Il traîne ce club-là sur ses épaules. Puis il a quand même mené cette équipe-là à 2 finales. Il a fait son possible, mais il ne peut pas tout faire seul non plus. Écoute, c'est un joueur générationnel, probablement le meilleur joueur depuis très, très longtemps. Vitesse, stick handling, passe, vision de jeu, marque des buts. Il n'y a rien qui peut. Écoutez, il ne peut pas rien enlever à ce joueur-là. C'est une merveille. Ben écoute, Stéphane, on a passé à travers. Il nous reste 15 secondes à peu près pour closer ça. Mais sans blague, là, un gros merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ce podcast-là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du podcast de hockey sur demande sur les ondes d'Être Chemin Télé. Bonne semaine de hockey à vous tous. On se dit à la prochaine. Ciao!